là-bas dans le hall que tout a grandi. Fierté, honneur, te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et Sola, ouh yo, et Sola, la 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 est vraiment trop kinda. Et Sola, ouh yo, et Sola, la 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Hello tout le monde, bonsoir les miens, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens dans 2 secondes, s'il vous plaît. Fierté, honneur, te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Et Sola, ouh yo, et Sola, la 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 est vraiment trop kinda. Et Sola, ouh yo, et Sola, la 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 est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dada. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dada. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains, tu portes la voix. Demain quand cela se fera, quand Billy pilotera le pays, mettre le cap aux mains en première ligne, on sera la première des priorités. Et Sola, va bien, et Sola, va bien, la 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 est vraiment trop kinda. Et Sola, va bien, et Sola, va bien, la 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 est vraiment trop kinda. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous, chers compatriotes? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de me trouver quelques petites secondes pour m'adresser à vous. Aujourd'hui, particulièrement, je ne vais pas faire de grands débats, de grands discours,
parce que je pense que ma journée a été très bien occupée de ce point de vue-là. Donc, en fin de journée comme cela, je voulais tout simplement réagir par rapport à ce que j'observe des communications que nous avons sur la grève, bien évidemment, des enseignants. Vous savez que ma dernière communication tendait justement non seulement à rappeler les responsabilités de chaque acteur, à dénoncer justement, j'ai envie de dire, le désaveu par les autorités en place de la ministre de tutelle, donc de la ministre d'État, et que nous nous retrouvions dans une situation extrêmement délicate du point de vue même du respect de l'autorité et cette confusion amenant justement un mélange de genres qui n'était pas souhaitable. Maintenant que nous avons suivi cette actualité au-delà des méfiances des uns et des autres qui pour le moins sont peut-être légitimes, je voudrais cependant rappeler un fait. C'est que dans notre pays, il y a une crise réelle de confiance. Une crise de confiance verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, on est dans cet esprit, cette quête de leadership vertical où, naturellement, on est chacun premier. On est chacun celui-là qui estime défendre au mieux ses intérêts. Donc, on ne fait pas confiance aux autres, on ne fait pas confiance aux institutions d'abord, on ne fait pas confiance aux individus entre nous. Donc, nous sommes dans un réel développement de l'individualisme, chers compatriotes. Et quand je le constate, je me dis, tiens, il faut peut-être l'expliquer parce que nous nous retrouvons dans des situations où absolument la crise de confiance gangrène tous les environnements et nous politisons tout au Gabon. Je pensais que bien évidemment tout cela était derrière nous, mais malheureusement non. Tout cela n'est malheureusement pas derrière nous parce qu'aujourd'hui encore, on observe qu'on peut partir d'une revendication absolument salutaire à une organisation qui malheureusement manque de maîtrise organisationnelle du point de vue des leaders, bien évidemment, qui donc ont la légitimité de la base. On a connu donc plusieurs leaders, soit autoproclamés, soit imposés. En tout cas, chacun garde sa part de vérité. Et tous ces leaders-là se prévalaient justement de représenter eh bien, la corporation enseignante. Donc, les enseignants qui étaient en mouvement. Malheureusement, depuis quelque temps, nous observons bien évidemment que ces leaders, à chaque fois, sont désavoués. Et je crois samedi dernier, il a été question de désigner 9, selon les 9 provinces du Gabon. Bien évidemment, je suis tout aussi l'actualité comme vous, donc je ne peux pas vous dire que je n'ai pas écouté tous les messages qui ont fait état de ce qu'il n'y avait que les femmes dans les 9 représentants. Et pour conclure que, naturellement, ce sont les femmes qui n'aiment pas le président de la République, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, ce sont les femmes qui veulent boycotter sa gouvernance, ce sont les femmes qui veulent détruire son pouvoir. J'ai aussi reçu ça, j'ai aussi écouté ça, parce que bien évidemment, on est tous Gabonais, on se partage des informations et j'ai plein d'audios que je ne me permets même pas de relayer ici parce que franchement, ça n'a pas d'intérêt pour moi et ça ne correspond pas à mes convictions. Mais j'ai vu tout cela. Il est vrai que quand j'ai vu la liste des représentants, cela m'a quand même posé un petit problème. Je me suis dit, bon tiens, il y avait 7 non-femmes sur les 9, je crois. Ce qui fait déjà beaucoup trop en fait, sur les 9 ou sur les 10 au total. Ça fait déjà beaucoup trop. Étant donné que les premiers représentants, bien évidemment, de SOS Éducation, aussi étaient des femmes. Et donc, une question légitime peut se poser de savoir, est-ce que le problème de l'éducation nationale aujourd'hui est un problème femme? Est-ce que ce sont les femmes qui empêchent, bien évidemment, les Gabonais d'aller à l'école? Est-ce que ce sont les femmes qui veulent s'accaparer le leadership, bien évidemment, en matière de revendications syndicales, notamment, bien évidemment, en la matière? Toutes ces questions peuvent être posées, bien évidemment, sans pour autant rentrer dans les sujets de discrimination. Mais il faut aussi rappeler que si on veut être honnête, c'est là où j'aimerais bien que eh bien, nos sociologues nous aident. Nos sociologues doivent nous aider parce que nous ne connaissons pas en réalité
dans notre pays la répartition ethnique des professions. Mais de ce que nous savons, en tout cas partout où j'ai appris, que ce soit à Libreville, que ce soit en province, je sais qu'on a souvent eu beaucoup d'enseignants qui sont femmes. Ça, c'est un fait. Beaucoup d'enseignants qui sont femmes. Est-ce que les femmes sont majoritaires dans l'enseignement? Je ne peux pas l'affirmer aujourd'hui parce que je n'ai pas de fichier me permettant de faire de telles assertions. Pourquoi alors les choisir comme représentants? Je ne sais pas non plus. Eux-mêmes savent seuls les critères qui ont précédé, bien évidemment, à cette désignation. Mais en tant que républicaine, en tant que défenderesse de la République, de l'état de droit, je pense que les questions ne devraient pas se poser de ce point de vue-là. Je pense que nous ne devrions même pas avoir à faire de telles analyses. Ça veut dire que si on commence à chercher les noms et l'origine de ces noms-là, ça veut dire qu'on admet une réalité politique et sociologique dans notre pays, c'est que tout se fait par ethnicisme, par nom. Alors, ayons le courage, chers compatriotes, de l'établir, de dire qu'aujourd'hui au Gabon, la politique se fait par l'ethnie. La politique se conçoit par l'ethnie. La répartition des postes institutionnels et gouvernementaux se fait par ethnie. Ayons le courage d'avoir ce débat. Parce que si nous n'évoquons les spécificités ou les individualités que pour discriminer, pour insulter, pour nuire, je pense que ce n'est pas le chemin que je vous recommanderais en 2026. En 2026, pour moi, c'est l'année du bonheur, c'est l'année de la paix. Je ne rentre plus dans des débats de personnes. C'est-à-dire que maintenant, peut-être les quelques dernières communications que j'ai eu à faire, indexant, quelqu'un peut mal faire, quelqu'un peut bien faire, je ne viendrai plus parler de ça. J'essaierai de m'occuper de la République, de moi, et puis de voilà. Que chacun se débrouille un peu. Mais je pense qu'aujourd'hui, la crise de leadership, je ne la dénonce pas aujourd'hui, c'est depuis toujours. On ne sait pas reconnaître le leader chez nous. On n'accepte même pas le leadership des autres chez nous. C'est-à-dire qu'on est systématiquement opposé au Gabon, au leadership des autres. Systématiquement. Et on préfère fonctionner comme cet état de désordre absolu. Et tout cela procède aussi, on le voit dans les revendications parfois des uns et des autres, de cette volonté de dire que non, nous je suis chef de ma famille, je n'ai pas accepté d'être bien évidemment soumis au dictat ou à la volonté de qui que ce soit d'autre dehors. Donc, seule ma volonté l'emporte. Mais cet état de fait, dans les organisations, ne peut pas prospérer et utilement. Regardez un peu la crise de l'éducation nationale. On se retrouve avec cette crise de leadership. Celui qui est prétendu être le premier leader du mouvement pour parler au nom du mouvement, parce que bien évidemment, l'administration ne peut pas parler avec toute la base. L'administration ne peut pas parler avec tous les individus. L'administration ne peut pas parler avec monsieur et madame tout le monde, que ce soit dans l'éducation nationale ou dans tout autre secteur. L'administration ne peut pas considérer les situations intuitives personnelles des gens. L'administration doit s'adresser à quelqu'un qui est constitué, établi, leader. Celui que les autres écoutent. Celui dont l'éthique, l'exemplarité, la rigueur morale, bien évidemment, rassure de ce que, bien évidemment, il défendra nos causes ou notre cause et il sera à la hauteur des enjeux. Donc, nous sommes dans une démocratie et une démocratie essentiellement fonctionne par le biais de la représentation. Donc cette représentativité-là ne doit pas être, bien évidemment, contestée tout le temps. Si elle vient à être contestée tout le temps, on ne sait plus sur quelle base, sur quels critères établir justement la légitimité de celui qui doit parler au nom des autres. Et comme on ne peut pas parler à tout le monde, et surtout dans une période de crise où l'on a envie de trouver des solutions, où l'on fait des actions de groupe, eh bien, malheureusement, on est contraint de parler à un individu. Et c'est peut-être pour cela que je peux comprendre peut-être que l'administration, à ce moment-là, ait décidé de parler avec les leaders du mouvement SOS Éducation qui ont bien voulu aller à la discussion. Sauf qu'ils ont été rejetés, ils ont été reniés, ils ont été, désavoués. Désavoués, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que malheureusement, il faut que le mouvement
se maintiennent, continuent. Et quand ce mouvement continue, eh bien, on ne sait plus qui est le leader. Vous avez vu comment ils ont fonctionné sans véritable leader, au-delà de ceux connus, mais qui n'étaient pas établis en tant que représentants, eh bien, du mouvement pour arriver à des discussions, à des conclusions et à des solutions. C'est pour cela que, eh bien, vendredi, je crois samedi dernier, il a été question de désigner. Sauf que dans ces désignations aussi, tellement elles se font parfois de manière arbitraire. En tout cas, je ne peux pas trop m'avancer et m'aventurer à le dire parce que je ne sais pas très concrètement les critères qui ont précédé à cette désignation des 9 représentants eh bien, de SOS Éducation dans les 9 provinces. Ceci étant, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous observons bien que c'est contesté. Même ces 9-là sont contestés et nous avons vu tout de suite que la crise de leadership et de légitimité a déjà été mise en branle et beaucoup de personnes disaient déjà que c'était des personnes choisies par le gouvernement et donc elles ne seraient pas légitimes et elles ne porteraient donc pas au mieux les revendications de nos enseignants. Sauf que, quelques temps après, vous l'avez vu, comme moi, eh bien aujourd'hui, on est venu nous servir hier eh bien, un compte rendu des avancées des discussions. On nous a parlé et nous a présenté bien évidemment un protocole de résolution de crise pour sortir définitivement de cette crise et pour pouvoir naturellement reprendre le chemin de l'école. Et là encore, on voit qu'il y a des contestations. Et là, je me dis, bah tiens, c'est vrai qu'on peut beau dire tout ce que l'on veut des gouvernants qui sont dans du pilotage à vue, qui sont dans parfois des tâtonnements inexplicables, qui sont dans l'irrationalité même gouvernementale de par ces désignations de médiateurs qui ne sont pas de droit et qui ne sont pas prévus par bien évidemment les codes administratifs en la matière, puisque je l'ai dit il y a quelques jours que nous avons la ministre de l'Éducation nationale. C'est elle, la seule autorité capable de servir de médiatrice eh bien, en période de crise. Le fait qu'on ait dû allouer des services ou je ne sais pas trop quoi de quelques autres syndicalistes qui ne sont pas du domaine et d'un élu de la République n'augure pas d'une gouvernance respectueuse des codes de la République qui voudrait que la responsabilité de la médiation incombe au ministre en place. Donc, au-delà de tous les griefs que nous pouvons faire légitimement de l'organisation étatique et de la prise en charge gouvernementale de cette crise, il y a que, du côté des grévistes, on ne sait pas non plus qui incarne véritablement l'autorité légitime pour pouvoir représenter dignement et dont le leadership est respecté la corporation. C'est pour cela que malheureusement, quand on n'a pas pensé le mouvement, ordonné le mouvement, établi sur des bases absolument démocratiques, sur des bases absolument respectueuses d'éthique, d'exemplarité, de responsabilité, de capacité à défendre la cause sans bien évidemment être vulnérable à toute tentative de corruption et consorts, on se retrouve dans un désordre qui nous empêche d'avancer. Et je pense que le problème de la résolution de cette crise part de là. Ce n'est que mon observation. Parce que même là encore, au-delà de ce que les 9 représentants de la base eh bien, se soit prononcé hier tard dans la nuit, parce que je pense que c'est aux environs de 4 heures que j'ai regardé, que je suis tombée sur cette vidéo. Je me suis réveillée, j'ai regardé le téléphone, et puis j'ai vu cette vidéo, donc aux environs de 4 heures. Donc ça veut dire que ça a dû être posté peut-être à 1 heure du matin ou 2 heures. Malgré le fait qu'il y ait cette communication, il y a des doutes. Je ne vais pas juger la nature de ces doutes, qui sont peut-être légitimes, sur, bien évidemment, la réalité de ce qui a été déclaré. Et il y a eu tout de suite aussi un élan de désaveu. Et ce désaveu-là tendait à dire quoi? Tendait à dire qu'effectivement, ces personnes n'avaient pas la légitimité de décider. Il fallait qu'elles s'en refaire, bien évidemment, d'abord à la base, à l'occasion d'une assemblée générale. Et c'est l'assemblée générale à main levée qui devait décider si oui ou non on fait confiance à ce qui est dit par le gouvernement, si oui ou non on va essayer bien évidemment de respecter la volonté du gouvernement de sortir, de suspendre le mouvement de grève et de revenir naturellement dans les classes. Moi qui n'aime pas du tout le désordre, ça me pose problème.
Non, sur les individus choisis, je ne les connais pas. Mais sur le leadership des organisations dans notre pays, même lorsqu'elles sont syndicales. Est-ce qu'on respecte vraiment le leadership dans ce pays? Marie, je crains que non. On ne respecte pas le leadership. Tout le monde est contesté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la culture institutionnelle de responsabilité, de hiérarchie, d'étape, de chacun à sa place. Nous avons été éduqués, chacun dans l'individualisme, chacun à se battre pour sa gueule. Donc, on ne fait pas confiance à la possibilité pour les autres de se battre pour les intérêts des autres. On se dit, si c'est Marlène qui est devant, Marlène va d'abord aller résoudre sa question, ses problèmes, les problèmes de son entourage, les problèmes de ses copains, ses coquins, et c'est à juste titre. Et malheureusement, les faits traduisent toujours de cette réalité-là parce que, in fine, on finit toujours par se retrouver dans ces considérations. Donc, ce qui fait que on ne fait pas confiance. On se dit que Marlène, là, quand elle va aller là-bas, elle va défendre ses intérêts. La présomption de corruption est établie de facto. Dès que vous prenez la responsabilité d'être le leader, d'être celui qui va défendre la cause des autres, tout le monde vous conteste. Tout le monde cherche à vous tuer. Tout le monde cherche à vous déstabiliser. Tout le monde cherche à vous décrédibiliser, à vous discréditer pour dire que vous n'allez pas. On vous projette des choses, vous êtes vendu, vous êtes vrai ou pas vrai. Je sais qu'on a quand même une réalité établie de ce que, dans le temps, il y a souvent eu des vendus, il y a souvent eu cela. Mais est-ce qu'on va régler les problèmes de la République avec monsieur et madame tout le monde dans la rue ou dans les assemblées générales? Non. Une société organisée doit avoir des organisations. Une société organisée doit procéder par des moyens démocratiques à la désignation ou à l'élection des représentants. Et ces représentants-là sont investis du pouvoir de décision, du pouvoir de négociation. Et on ne les choisit pas au pif. On les choisit selon les capacités que l'on reconnaît de ces représentants. On sait qu'ils maîtrisent le dossier, on sait qu'ils sont exemplaires, on sait qu'ils sont éthiques, on sait qu'ils ont des valeurs morales, on sait qu'ils n'iront pas là-bas pour défendre leur cause, on sait qu'ils iront pour défendre la cause de la corporation. Ce sont les bases, ce sont les critères qu'on se fixe préalablement, qu'on décide préalablement. Et tout cela doit même se faire avant même le préavis de grève. Ça, c'est quand on est sérieux, quand on est organisé, quand on en a la culture. Donc, c'est-à-dire qu'avant le préavis de grève, on décide que nous allons rentrer en grève et voilà comment nous nous organisons. SOS Éducation est organisé en 10 groupes ou 15 groupes ou 100 groupes d'autres petites corporations syndicales. Et voilà comment nous allons procéder. Tel groupe est représenté par telle personne. À tel échelon, telle personne sera la personne investie de l'autorité pour parler en notre nom. À tel autre échelon. Et il faut signer des protocoles entre vous d'abord qui vont faire en sorte que si quelqu'un allait défendre les intérêts de l'autre et il va contrevenir à cet idéal-là, à ses obligations pour aller défendre sa cause ou pour aller prendre les dessous de table, le petit coca et consort, alors que ce n'est pas prévu dans les textes, vous avez la capacité juridique, l'organisation, j'entends, de poursuivre la personne en droit, en justice, pour que la personne en réponde. Si vous avez donné mandat à quelqu'un, parce que c'est le mandat que vous donnez à vos leaders, d'aller défendre votre cause, d'aller négocier si ça, c'est ce que la personne doit obtenir. Maintenant, si la personne ne l'obtient pas, il y a deux situations. Soit vous lui faites confiance pour décider à votre place par rapport aux critères que vous avez préétablis, soit vous revenez, la personne revient vous voir pour dire, bon, vous avez dit, tant qu'on n'a pas 6 000 ou 10 000 ou 20 000 ou 27 000 enseignants régularisés, on ne reprend pas. Le gouvernement nous a dit qu'ils ont des difficultés actuellement. Ils ne peuvent donc pas accéder à la réclamation que nous faisons les 27 000. Mais ils pourront d'abord nous faire 6 000 ou ils pourront d'abord nous faire 10 000. Au mois d'avril ou de mai,
ils vont encore faire 10 000. Et au mois de décembre, ou de septembre ou novembre, ils vont encore faire 10 000. Ça va faire qu'on va sortir totalement, de manière échelonnée, dans le temps échéancier, et bien de la situation de la précarité de nos enseignants, dont les statuts ne sont pas clairs et dont les avancements ne sont pas établis. Donc vous venez, vous dites voilà, vous m'avez fait mandat pour, je me suis battue, je n'ai pas pu accéder à ça. Et il faut beaucoup de transparence dans ces choses. Il faut que quand les personnes mandatées vont discuter, qu'elles reviennent à vous, ne serait-ce que pour aussi vous mettre en confiance, parce que les crises de confiance sont très faciles et très rapides dans ce genre de situation. Vous revenez à la base, vous dites à la base qu'effectivement, vous nous avez mandaté pour faire telle ou telle chose. Nous nous sommes battus pour essayer d'y accéder. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. Et si nous n'avons pas réussi, c'est parce que, bien évidemment, l'administration ou nos interlocuteurs aussi ont leurs contraintes. Et voilà l'économie de ces contraintes et voilà ce qu'ils nous proposent. Et c'est pour cela qu'en contrepartie, bien évidemment, il faut que nous leur fassions une réponse qui soit aussi raisonnable et qui ne nous fasse pas passer pour des personnes absolument butées et qui ne veulent pas entendre raison et qui donc essayent de faire du chantage en lieu et place de discuter de l'avenir de leur situation qui, naturellement, il faut le dire, incombe à l'administration, mais qui, dans cet effort de responsabilisation de notre administration que nous connaissons défaillante depuis plusieurs années, eh bien, est quand même en bonne voie et il reviendra aux acteurs désignés de rester solides dans ce qui doit se faire et dans le suivi. Et si vous êtes même plus organisé, en tant que collectif, en tant qu'organisation syndicale, vous pouvez encore une fois vous attacher des services d'un cabinet de conseil, des services d'un avocat, des services d'un conseil juridique pour pouvoir suivre votre dossier et vos revendications. Pour valider même avec cette personne ou ce professionnel, cet expert, les protocoles que vous signez. Quand le ministère vous fait une proposition, vous prenez la proposition en question, vous la faites lire à votre conseil juridique spécialisé, vous établissez la réalité de la situation et puis là, naturellement, vous regardez, on voit si toutes les clauses sont bonnes, si les délais sont bien établis, si le calendrier est propre. Et maintenant, son travail à lui, le conseil, sera de veiller à l'effectivité de tous ces engagements tout au long. Donc, même soit c'est lui directement qui travaillera directement avec le ministère ou avec l'État, soit c'est l'organisation syndicale clairement identifiée, avec les leaders clairement identifiés, qui va faire le travail. Mais quand vous commencez un mouvement dans le bouillon, ok, on décide, on fait un préavis de grève, c'est une organisation qui fait, après d'autres organisations s'agrègent, et puis on se retrouve dans ce besoin de se retrouver leader, et on se retrouve dans cette crise de confiance absolue, dans ces soupçons interminables de corruption, d'égoïsme des uns et des autres, des acteurs. Malheureusement, on ne peut pas trouver de solution dans ce contexte. C'est pour cela que je dis, oui, l'administration a entièrement ses responsabilités dans la situation, bien évidemment, de continuité, de poursuite de la crise que nous traversons aujourd'hui, mais les grévistes aussi sont dans la même situation de difficulté qui ne rend pas lisible et facile même, bien évidemment, la résolution et la recherche de problèmes. Pourquoi? Parce que dans notre pays, nous n'avons pas la culture du respect du leadership. Nous avons un leadership très contesté au Gabon et ce qui fait que ce leadership-là étant contesté continuellement, personne ne fait confiance à l'autre. Alors, si on est d'accord qu'on est chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est pour cela que je vous ai dit, vos situations sont personnelles au-delà de ce que elles peuvent avoir un impact beaucoup plus fort et puissant lorsque vous agissez en groupe. Mais si en groupe, vous n'arrivez pas à vous faire confiance, vous n'arrivez pas à déléguer vos pouvoirs, vos droits, vous n'arrivez pas à faire confiance aux leaders choisis, vous n'arrivez même pas à choisir les leaders, il va falloir que, quand on sera sorti de cette crise, chacun continue de se battre pour soi. Donc, vous prenez un conseil juridique, vous prenez un avocat, voilà les deux professions des droits de la défense en République gabonaise, qui va vous accompagner dans la solution que vous cherchez pour votre situation. Vous êtes bénévole, l'avocat ou le conseil juridique
s'ils sont spécialisés, ils sont censés maîtriser le principe, comment on appelle, les grands principes de carrière de la fonction publique. En tout cas, moi je vous dis, j'en suis spécialiste. Je suis cadre du secteur sanitaire, social et médico-social. Et dans cette spécialité, j'ai la maîtrise de l'administration. Oui, ça fait partie de mes compétences. Et donc, maîtriser l'administration, c'est maîtriser le statut du fonctionnaire, le statut général de la fonction publique, toutes les différentes fonctions publiques, les spécificités de chaque catégorie de fonction publique, maîtriser le principe de carrière quand une fonction publique est le principe de carrière, les évolutions, les avancements, les obligations des agents, la titularisation, la contractualisation, toutes les situations des agents publics, qu'ils soient contractuels, qu'ils soient statutaires, sont maîtrisés par le spécialiste en réalité que vous consultez. Et c'est lui qui, au vu de votre dossier, saura, au travers des grands principes de cette même fonction publique, vous accompagner dans l'effectivité de vos droits. Et là, c'est chacun pour soi. Et là, chacun aura la réponse parce qu'il se serait battu seul. Et chacun aura la solution à son problème. Mais quand vous décidez de faire ensemble, il faut à minima se faire confiance. Il faut à minima établir les règles. Il faut à minima faire le profil, on appelle ça un persona, le profil type de celui qui peut parler au nom des autres. Et ceux qui correspondent à cela doivent pouvoir représenter les autres. Et ce qu'ils portent comme pouvoir doit être respecté. C'est-à-dire leur décision, leur réflexion, leur responsabilité face à l'administration doit être entière et pas contestée tout le temps, rejetée tout le temps, désavouée tout le temps. Voilà ce qu'il faut faire dans notre pays. Nous faisons encore trop de l'esbrouf. Nous faisons encore trop du pilotage à vue. Nous faisons encore trop du mélange de genres. Je sais qu'il est difficile de demander à celui qui est dans la misère de se résoudre aux prescriptions parfois très strictes de l'ordre public. Mais encore faut-il sensibiliser. C'est pour cela que j'ai estimé nécessaire ce soir de vous faire cette petite sensibilisation, de dire, quand vous avez une cause à défendre, quand vous avez les droits à défendre, vous avez deux options. Soit vous les défendez vous-même seul, chacun est libre, est maître de sa situation administrative. Votre collègue n'est pas responsable de votre situation, vous n'êtes pas responsable de la situation de votre collègue. Mais non, ça se généralise parce qu'il y a trop de victimes. Et les victimes se disent, par une action forte comme l'interruption des cours, on peut être en capacité réellement de faire changer les choses, de bouger les choses. Peut-être là, on nous entendra. Et comme dans notre pays, je le dis encore une fois, on n'a pas la culture du conseil juridique. On n'a pas la culture d'être accompagné. Chez les autres, qu'ils aient des problèmes ou pas, ils ont des avocats, ils ont des conseils. Ils savent que la moindre étape de leur vie, un enfant né, on appelle, oui, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la situation patrimoniale, par rapport au bien, qu'est-ce qu'il convient de faire, machin. La personne vous dit, parce que la personne, elle est allée à l'école pour cela. Vous êtes enseignant, vous êtes allé à l'école pour enseigner. Personne ne viendra vous apprendre votre métier. Mais ce qui est lié à votre situation administrative dans l'exercice de votre profession, en tant qu'agent public, il y a des règles qui organisent ça, qui encadrent ça, il y a des codes, il y a des interdictions et c'est tout cela dont va se servir l'expert que vous serez allé voir pour vous aider à vous rétablir dans vos droits. Et si vous ne le faites pas, vous dites, vous espérez que ce ne soit que du fait politique d'arranger les choses, et bien vous faites des affaires de groupe. Il faut maintenant que dans ces groupes-là, vous ayez la responsabilité d'établir les préalables. Et ces préalables-là, ce sont les règles de base, les règles de représentation, qui doivent inclure des règles d'honorabilité, des règles d'éthique, des règles de responsabilité, ça peut être des règles d'expérience, des règles de conscience, de valeur, de probité. Donc, vous avez fait un squelette. Vous savez que de ce squelette, on attend ci, ça, ça, ça. Et quand on a trouvé ça, donc les personnes qu'on va désigner là, ou des personnes qu'on va élire, correspondent effectivement à ce squelette. À partir de là,
ce sont ces personnes, quand elles vont vous représenter, vous êtes tenu de respecter ce qu'ils prennent comme engagement. Vous pouvez même aller plus loin dans les règles que vous fixez. Mettre la responsabilité, et c'est d'ailleurs même ce qu'il faut, la responsabilité de vos leaders dans vos attentes et dans le comportement qu'ils doivent avoir. S'ils venaient à se percevoir que l'un de vos leaders manquait à ses engagements, à ses obligations de mandat, manquait à aller faire des arrangements de derrière la maison avec les autorités en place, aller faire des arrangements de derrière la maison, des petits coca, des grands coca, des petits taxis, des grands taxis, alors que ça ne fait pas partie du mandat, eh bien, vous avez la responsabilité de poursuivre ce leader-là en justice par des voies légales. Vous avez la responsabilité au travers de votre organisation préétablie que le leader a accepté, que le leader a signé, de le rappeler et lui dire, écoute, on vous a fait mandat pour ça, vous avez manqué à telle obligation, vous avez manqué à telle obligation, vous n'êtes donc plus digne de continuer à nous représenter, alors nous allons vous défaire de cette responsabilité. C'est signé et le courrier est adressé à vos interlocuteurs, au ministre ou je ne sais à l'administration pour dire, Madame le ministre ou Madame la ministre, moi je préfère toujours féminiser, Madame la ministre d'État, avec tout le respect que nous vous devons, nous avons bien évidemment au travers de tout le processus relatif au mouvement de suspension de cours engagé depuis tant de semaines, adressé une correspondance vous signifiant de ce que nous étions, nous, toutes les organisations confondues de l'éducation nationale, représentées par Monsieur Tant, Monsieur Tant, Monsieur Tant, Monsieur Tant. Et compte tenu du contenu du mandat de représentation, il nous est apparu que plusieurs des engagements et obligations de ces mandats ont été non respectés. Nous avons décidé donc en Assemblée Générale et au travers du respect des règles relatives à nos organes, eh bien, de démettre de leur responsabilité, de leur charge, de leur fonction, je ne sais pas, de leur mandat, telle personne. Et nous vous adressons dès aujourd'hui, comme cela a été décidé, telle nouvelle liste qui sera en charge de poursuivre ce qui a été commencé par les précédents dans l'optique et la conformité, bien évidemment, de nos attentes et dans la responsabilité que nous avons tous de faire en sorte que les cours reprennent rapidement. Vous adressez le papier. L'autorité qui reçoit, c'est que, ah tiens, j'ai commencé avec tant, bon, je ne gère pas leur organisation. Si l'organisation qui les a amenés à moi me dit qu'ils ne veulent plus d'eux, que ça doit s'arrêter là, bah on arrête là. Donc je recevrai les nouveaux. Et les autres qui ont commencé ne peuvent plus être reçus. C'est comme ça qu'une société organisée fonctionne. Et donc, quand le ministre ou la ministre, pour le coup, reçoit ce document et se rend compte, il se dit, voilà, il a l'obligation d'en prendre acte et de continuer maintenant avec les nouvelles personnes désignées. Pas faire ce qu'on observe là. On a eu les premiers qui ont été envoyés, ils ont été désavoués par les autres, ils continuent quand même de participer, les seconds sont arrivés. En fait, on ne fait qu'accumuler, alors qu'il y avait déjà eu un problème avec cela. On n'a pas résolu le problème. Le ministre s'en fiche. Ça ne se fait pas comme ça. Et c'est un état de désordre absolu qui n'augure pas de quelque chose de sérieux et de solutions sérieuses. Et là, on va sortir encore dans des petites solutions politiciennes. C'est-à-dire, on va vous calmer un peu, on va donner un peu d'argent à gauche, on va donner un peu d'argent à droite et les mêmes problèmes ressurgiront d'ici peu. Ce n'est pas ça la solution. Donc, oui, les revendications sont absolument légitimes. Oui, il faut se défendre, il faut se battre. Rien n'est acquis en République. Rien n'est acquis. Même le basique des droits n'est pas acquis. Même dans les républiques les plus assises, développées, respectueuses de l'ordre. Combien de fois dans notre République, on se bat au quotidien pour nos droits. Donc, notre République est encore embryonnaire, où les gens se débrouillent encore, ils ne comprennent pas parfois l'étendue de leurs compétences, de leurs pouvoirs, les restrictions irrelatives. On ne sait pas, on se débrouille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utilement agir. Donc, ce qui est valable pour le syndicat des enseignants est valable pour tous les autres syndicats. C'est ma petite contribution citoyenne. Vous vous dites, notre compatriote nous a dit, on a des préoccupations sérieuses. Nous pensons qu'il ne sert à rien de les traiter individuellement. Nous voulons le faire collectivement pour que d'abord ça ait un réel impact politique, pour que les politiques en responsabilité et en charge de trouver des solutions comprennent la gravité de la situation,
Mais nous n'allons pas le faire de manière délique. On va le faire dans l'ordre. Et cet ordre-là nous commande de d'abord nous retrouver entre nous, avant même le préavis de grève, d'établir les règles de représentation, des règles de parole, de représentation, de prise de parole, faire un organigramme bien clair des responsabilités. Et quand on a établi ça, on joint ça au préavis de grève qu'on dépose. Il faut apprendre à se faire confiance. Je sais que dans notre pays, on ne se fait pas confiance parce que nous sommes un pays de grande culture de corruption. Ce qui fait que les gens ont peur. Les gens se disent que, ah tiens, si on va donner la liste de ceux qui vont représenter, même en situation de préavis de grève, le pouvoir en place, il y a une crise de confiance, va payer individuellement ces leaders-là, et puis ils vont tout faire pour tuer le mouvement. Voilà comment on réfléchit. Est-ce que vous comprenez? On ne doit pas réfléchir comme ça. C'est pour cela qu'il faut mettre des garde-fous. Si vous avez des doutes, et des doutes qui sont raisonnables, vous en avez le droit. Il faut mettre des garde-fous dans l'acte de représentation, dans le mandat que vous faites à ces personnes. Ils ont l'obligation de l'obligation de l'obligation de l'obligation de... Ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ci, ils ne peuvent pas faire ça. Pour faire ça, il faut l'accord de ci, l'accord de ça, l'accord de ça. Et ça, cet accord doit être obtenu en AG, machin et tout. Tout cela est préétabli. Et tout manquement à ces obligations expose chaque auteur à tant, engageant sa responsabilité personnelle ou individuelle ou je ne sais pas quoi, délictuelle ou je ne sais pas quoi, ou pénale. Vous écrivez ça noir sur blanc. Maintenant, vous évitez les organes. Parce que si on dit d'abord, c'est deux personnes qui nous représentent, vous êtes tous d'accord, vous ne voyez pas non. Mais dès qu'ils vont dire quelque chose qui ne va pas dans votre sens, ah non, ils ne nous représentent pas, ce sont les corrompus, on n'en veut pas, il faut les chasser. On les chasse. Vous en désignez les autres ou d'autres s'autoproclament. Et dès qu'ils s'autoproclament, ils reviennent encore. Ils vont dire quelque chose que la majorité ne veut pas entendre. Oh non, c'est pas... Et on va aller de crise de leadership en crise de leadership. Là encore, j'ai entendu que depuis que la déclaration a été faite hier nuit, peut-être samedi là, il y aura encore une AG. Et dans cette AG là, cette assemblée générale, il peut encore être décidé que ceux qui sont allés nous représenter là, nous on ne les reconnaît pas. On ne s'identifie pas à eux. Parce que, en clair, on ne sait pas comment ils se sont désignés. Et en plus, à la dernière réunion, ils nous ont refusé la parole. Donc, je crois que c'est quelque chose de préfabriqué quelque part par le gouvernement. Déjà qu'il y a cette crise de confiance établie. Donc, on n'accepte pas de participer à cela. Et qu'est-ce qu'on fait? On décide donc de ne pas repartir dans les salles de classe. Donc, quoi? Le gouvernement va faire quoi? Le gouvernement va encore attendre. Le gouvernement va encore attendre qu'on en désigne d'autres qui, après qu'ils aient pris aussi une position, vont encore être reniés. Mais on rentre dans une ingouvernabilité absolue. Excusez-moi. Après tout, il y a l'ordre public qui doit prévaloir et c'est le gouvernement qui décide. Ce n'est pas l'enseignant qui décide. C'est le gouvernement qui décide. C'est vrai que quand les revendications sont légitimes, le gouvernement a l'obligation de faire stop, d'entendre, de trouver des voies et moyens de sortie de crise et de trouver des solutions. Donc, quand vous partez négocier ou discuter, il faut aussi avoir ça en conscience. Que vous ne pouvez pas imposer votre loi sur certaines choses jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas imposer à un gouvernement de ne pas faire court. Sauf à rentrer dans une insurrection, sauf à rentrer dans une situation de crise, sauf à rentrer dans une ingouvernabilité qui va donc avoir des conséquences lourdes aussi pour le gouvernement. Et le gouvernement se battra de toutes ses forces pour éviter que ces conséquences lourdes, telles que l'année blanche, n'arrivent. Qu'on aime les ministres ou qu'on ne les aime pas. D'abord, on n'a pas besoin de les aimer pour les respecter. On doit les respecter, qu'on le veuille ou pas. On n'a pas besoin de les aimer. Eux, ils ont l'obligation de nous aimer. Parce que personne n'est allé les chercher chez eux là-bas pour dire « Viens nous gouverner » ou « Viens gérer la chose publique ». C'est leur responsabilité personnelle qu'ils ont engagée. Donc, eux, ils ont l'obligation de nous aimer. Parce qu'ils doivent trouver des solutions à nos problèmes. Mais ce sont eux qui ont le pouvoir et l'autorité et le dernier mot. Il faut en être conscient. Donc, quand on est dans la négociation, il faut savoir ce qu'on peut avoir, ce qu'on ne peut pas avoir. Et essayer de voir ce qu'on peut obtenir en plus. Et maintenant, pour ceux partisans de l'individualisme, que chacun aille prendre son avocat, que chacun aille prendre son conseil juridique et que chacun aille défendre son dossier devant l'administration. Et il prospérera. Maintenant, si vous comptez sur l'action collective du gouvernement, elle sera forcément à bien des égards arbitraire,
elle sera forcément à bien des égards discriminatoire parce que malheureusement, on ne va pas choisir. Et d'ailleurs même, vous aurez pu aider l'administration. Si l'administration à la première réunion vous dit, je n'ai pas les moyens par exemple de payer les 27 000 fonctionnaires en retard de paiement ou en difficulté d'avancement ou de reclassement ou en pré-salaire ou quoi que ce soit. Vous revenez à la base. Si le mandat ne vous donne pas le pouvoir d'arbitrer à ce niveau-là, parce que le mandat doit prévoir que vous pouvez arbitrer sur tel point ou on ne peut pas arbitrer sur tel autre point. Vous revenez voir la base organisée en AG et tout, avec le bureau de l'organe que vous avez constitué, de l'organisation, et puis vous dites voilà, nous sommes allés demander à l'administration la régularisation de toutes les situations, donc des 27 000 situations des enseignants. Seulement, l'administration nous a dit raisonnablement et responsablement son incapacité à honorer à cette demande. Et l'administration nous a dit, dans un délai de 1 mois ou de 2 mois, ils ne peuvent, dans l'intervalle de 2 mois, ils ne peuvent résoudre que la situation de 6 000 agents ou de 10 000 agents sur les 27 000. Donc, il nous revient à nous, en toute responsabilité démocratique, de décider des critères. Parce que si c'est l'administration qui doit choisir, c'est vrai qu'on peut attendre de l'administration l'impartialité, la raison, la logique, etc. etc. Mais c'est mieux si ça vient de vous. Si entre vous, vous dites, bon écoutez, on a les gens qui attendent depuis 15 ans, les gens qui attendent depuis 20 ans, qui donc va être prioritaire? Et on a les jeunes qui sont sortis hier là. Qui va être prioritaire? C'est à vous de faire ce travail. Le travail de l'agent public qui est en revendication de ses droits n'est pas seulement d'aller gueuler, de dire ah, c'est la Victoria, no money, no school. C'est aussi de travailler, de réfléchir au-delà du cahier des charges déposé, mais de revenir à chaque fois sur ce cahier des charges pour l'affiner par rapport à ce que le gouvernement vous propose. Vous dites, bon, ils disent qu'ils ont 20 000 ou 6 000 postes. Pour que ça soit transparent et que ça soit absolument juste, vous vous retrouvez, vous dites, bon, vous établissez encore, comme pour désigner les représentants, les critères. Et bien évidemment, de sélection des dossiers qui passent en priorité. Si vous estimez que c'est la situation des bénévoles qui ont 10 ans qui est prioritaire, si donc il y a 100 bénévoles, vous dites que vous voulez en finir avec la situation des bénévoles, bien évidemment, vous le mettez. Ça veut dire que tous les bénévoles, leur situation va être résolue et plus personne ne sera en difficulté sur les bénévoles. C'est un problème, c'est un point que vous avez déjà réglé. Si vous dites qu'ensuite, ben la situation, ça va donc être toutes les personnes qui ne sont pas titularisées. On va prendre les personnes qui ne sont pas titularisées parce que quand on regarde le degré de précarité, c'est vrai qu'on ne hiérarchise pas les douleurs ou les souffrances ou les vulnérabilités, c'est vrai. Mais on peut prioriser par ce que l'on appelle la discrimination positive. Bien évidemment, ceux qui sont le plus en difficulté. Parce que celui qui attend son avancement ou son reclassement, parce que bon, il est rentré à l'éducation nationale avec un niveau BEPC ou avec un niveau, je ne sais pas, bac, et puis il est allé se reformer et que cette formation lui permet d'accéder à un niveau de catégorie de fonction publique supérieure. S'il était en A2, il doit passer en A1. Pour en arriver là, cet agent-là, lui, il a déjà une petite situation. Il a déjà un petit salaire. C'est vrai que, bien évidemment, le fait de le reclasser, réévalue ses droits, eh bien, son salaire essentiellement. Mais, quand on dit qu'on fait quelque chose de groupe, ça veut dire qu'on donne du soi, le don de soi. C'est de dire que, bon, entre moi qui prends quand même un peu là, même si je ne prends pas ce que je mérite, et celui qui ne prend rien, qui est prioritaire, si on doit trouver une solution. C'est celui qui n'a rien. C'est celui qui n'a même pas un franc qui est prioritaire. Donc ça aussi, ça doit se négocier et se décider entre vous. En AG. Et là, vous vous dites, bon, ceux qui travaillent depuis 10 ans, si c'est la valeur que vous avez fixée, moyenne, 10 ans, ou c'est 5 ans, qui n'ont même pas de salaire, bien évidemment, leur situation, ils sont au nombre de temps, ils sont prioritaires. On va mettre en coche, ce sont eux qu'on paye. Donc, dans les 6 000 cas à traiter, au lieu d'aller prendre 2 gringalets à gauche, 2 gringalets à droite, ça nous confond tous. En fait, c'est une confusion totale.
Si le gouvernement n'y pense pas, vous-même, vous pouvez y penser dans votre organisation interne. Et vous vous dites non. Là, on a une situation, le gouvernement nous dit qu'ils ne peuvent nous résoudre que 6 000 situations sur les 27 000. Sur les 6 000 là, qu'est-ce qu'on fait? Comment elle est repartie? Comment elle est repartie? Donc, on fait une action de groupe et donc on fait une action de corporation. On fait une action de maison. Donc, on fait une action de solidarité. On se tient. Et cette action de solidarité nous conduit à quoi? Elle nous conduit justement à tenir compte des plus vulnérables parmi nous. Donc, celui qui attend son avancement ou son reclassement pour avoir 100 000 de plus, 200 000 de plus ou 300 000 de plus peut encore attendre par rapport à l'autre qui est dans l'urgence, qui n'a même pas de quoi payer sa maison, qui n'a pas de quoi payer son taxi, qui n'a pas de quoi payer ne serait-ce que quelque chose à manger. Donc, vous priorisez comme cela. Mais vous tenez à ce que, bien évidemment, vous ayez échelonné dans le temps la résolution de votre problème. Parce que vous ne vous oubliez pas non plus. Vous dites, bon, nous qui sommes dans les situations d'avancement, de reclassement, ou je ne sais pas quoi, de réadaptation par rapport aux acquis, aux nouveaux acquis, par rapport aux nouvelles compétences acquises, par rapport aux nouvelles... Enfin, tout ça là, on va faire une échelle. On va faire un tableau de priorité. On met d'abord là, tous ceux qui sont en situation d'avancement, ils sont en bloc. Tous ceux qui sont en situation de bénévolat, on met. Tous ceux qui sont en situation de pré-salaire, tous ceux qui sont en situation d'attente de titularisation, tous ceux qui sont contractuels, tous, on hiérarchise. Après maintenant, on réfléchit ensemble, on hiérarchise selon le degré de vulnérabilité. Donc les premiers à servir sont ceux qui sont le plus dans la merde, dans la difficulté. On les met. On dit, bon, quand vous avez 6 000, bon, dans les 6 000 que vous avez là, nous on a par exemple 4 000, on a 1 000 bénévoles, on a 2 000 en prix-salaire, on a 3 000 en attente d'affectation et donc de machin, de fichiers sol, on a 4 000. Voilà comment on les repartit. On règle un problème après un problème. Au lieu de faire, on va prendre 2 bénévoles, on va prendre 2 pré-salaires, on va prendre 4 titularisations, on va prendre 5, on mélange tout ça. Ça ne nous rend pas de résultats effectifs et c'est embrouillé. Et ça peut être discriminatoire. Parce que dans les 2 bénévoles que vous allez prendre, les autres aussi vont dire, mais pourquoi c'est moi, on ne me prend pas. Alors que si vous faites par situation de vulnérabilité, si vous faites par situation ou par besoin, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ce sera moins contesté. Il y aura un peu de légitimité dans les choix qui s'opéreront. Voilà ce que je vous recommande. Donc, chers compatriotes, nous ne tenons pas à faire une année blanche. Moi, je n'ai jamais été partisane de l'insurrection. Ni hier, ni aujourd'hui, encore moins demain. Je veux que notre République fonctionne. Je voudrais que chacun de nous soit responsable citoyennement parlant. Et pour que ça fonctionne, il faut que chacun de nous prenne entièrement sa responsabilité citoyenne de veiller à ce que les choses fonctionnent et marchent. Nous ne sommes pas là pour nous mettre tous les bâtons dans les roues. C'est vrai que quand nous constatons des dérives, des irrégularités, des conditions absolument inacceptables, des déclarations irresponsables, des communications d'images qui ne traduisent pas de l'effectivité du traitement du dossier, ça nous exaspère, on en vient à le décrier, à le dénoncer et à le condamner publiquement, parfois avec une violence verbale qui peut naturellement heurter, blesser et frustrer, j'en sais pour rien. Et je m'en excuse. Cependant, ne perdons pas de vue que nous devons trouver des solutions. Ce n'est dans l'intérêt de personne de garder nos enfants à la maison. Ce n'est pas dans l'intérêt de nos enfants qu'ils soient condamnés à la maison. Ce n'est pas dans notre intérêt. Nos enfants doivent avoir accès à l'école, mais la qualité de l'école n'est pas négociable. Il faut que cette école soit capable de transmettre de vraies valeurs, des vrais savoirs, et pour que nos enfants soient en capacité demain de compétir avec le monde. Mais si nous bâclons tout, si nous faisons semblant de régler les problèmes alors que nous ne les réglons pas, eh bien nos enfants en seront les seules victimes. Chers compatriotes, chers enseignants, prenez vos responsabilités. Prenez sur vous ce que vous pouvez. Prenez vos responsabilités. Réorganisez-vous. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. On peut toujours bien faire, même quand on a tout mal commencé. Donc, réorganisez-vous. Réétablissez les règles. Si vous voyez que ce qui s'est fait là ne vous convient pas, revenez à la paix. Sortez du bras de fer.
En même temps, je condamne l'administration de faire le bras de fer avec vous. En même temps, je vous condamne de faire le bras de fer. Soyez dans la discussion, la négociation. Vous êtes là pour trouver des solutions, pas pour multiplier les problèmes. Et faites en sorte de responsabiliser l'administration si elle-même ne peut pas s'auto-responsabiliser. Amenez-la à cette responsabilité. Montrez-lui que vous êtes des enseignants, ceux qui nous ont fabriqués là. Si on peut parler comme on parle, c'est grâce à vous. Donc, vous avez ce leadership-là et cette responsabilité dans notre pays. Et donc, vous devez prendre entièrement part au débat. Vous devez prendre entièrement part à la solution. Ce n'est pas au ministre de venir vous dire, bon, écoutez, je vais venir régler les problèmes, je fais ça comme ça. Non, il propose, vous proposez. Vous contre-proposez, vous contre-proposez. C'est-à-dire, chacun, c'est un échange. Et chacun de son côté s'engage à des compromis. Pas des compromissions, des compromis. Vous faites vos compromis. Eux aussi. Bon, on ne voulait pas faire jusqu'à 6 000. Bon, ils nous ont tellement bien expliqué les choses parce qu'ils nous ont dit qu'ils veulent évacuer les situations par situation. La situation de bénévoles, on est à, c'est un exemple, on est peut-être à 3 000, 4 000. On leur a proposé 6 000 en gros de solutions. Ils ont 3 000 bénévoles, ils veulent les évacuer. Ils ont 6 000 pré-salaires, ils veulent les évacuer. Ils ont donc ils nous demandent 10. Là-bas aussi, dans la discussion, avec la manière, beaucoup de diplomatie, pas dans les histoires où on vient maintenant se battre. On ne se bat pas avec l'administration. On s'adresse à l'administration avec respect. C'est pour cela que je comprends certains aussi, parce que c'est notre éducation. On nous a enseigné dans ce pays-là que le syndicalisme, c'est la politique. On nous a enseigné dans ce pays-là que le syndicalisme, c'est le petit coca. On nous a enseigné dans ce pays-là que le leadership même d'un mouvement syndicaliste ou syndical, c'est l'opportunité d'aller sauver sa peau, l'opportunité d'aller prendre un peu de petit coca pour aller construire sa petite maison au village. C'est pour cela que tout le monde se bat pour être leader. Tout le monde se bat pour être un. Personne ne veut respecter l'autre. Personne ne respecte le pouvoir de représentation. Personne ne l'établit même. Voilà notre problème. Et voilà où nous fautons. Chers compatriotes, ce pays ne va pas se réparer par la volonté d'un individu. Ça n'existe pas. Peu importe ses compétences, peu importe ses capacités, ce pays va se responsabiliser par l'engagement citoyen de chacun de vous. C'est ma foi qui est là. Parce que nous avons vu depuis longtemps que les dirigeants ont longtemps échoué. C'est pour cela que nous continuons de demander à ceux qui sont là de ne pas se permettre le luxe de faire exactement ce qu'eux-mêmes dénonçaient hier. De faire pire même que ce qu'ils dénonçaient hier. Parce que la chose qu'ils gèrent là, ce n'est pas leur bien privé, ce n'est pas leur patrimoine, c'est notre bien commun. C'est la chose publique qui nous concerne tous, qui nous appartient à tous. Et nous voulons qu'elle se porte bien pour que chaque Gabonais soit établi dans sa dignité. Donc, les responsabilités, qu'elles soient désormais partagées. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Vous avez la responsabilité, vous, enseignants de la nation gabonaise, de bien faire. Organisez-vous, préétablissez les règles. Adressez-vous solennellement à l'administration pour établir la réalité de ces règles. Établissez les commissions de contrôle et de vérification de ce qui se passe, même dans chaque province. Vous pouvez, dans votre organisation syndicale bien structurée, même si vous ne savez pas le faire, vous prenez des conseils, avocats ou conseils juridiques, vous dites, bon, venez nous faire une organisation syndicale nationale et qui se relaie en temps et en heure pour que nous soyons en capacité de suivre et de porter nos causes et pour qu'elles soient entendues jusqu'à solution. Voilà ce que nous demandons. Et vous pouvez le faire. C'est-à-dire que même dans chaque ville du Gabon, vous avez un représentant qui doit rendre compte des conditions de vie de travail. Parce que la qualité de vie au travail aussi a un impact sur la santé mentale, la santé même physique. La qualité de vie au travail, les difficultés que vous rencontrez, tout cela doit être, au-delà des inspecteurs qui sont des agents de l'État, qui doivent veiller à tout cela, je ne sais pas trop s'ils le font, mais vous-même dans votre organisation, vous devez être en capacité de ce relais-là, de ces relais d'information. Ça vous permet de réactualiser votre fichier organisationnel pour que vous soyez en capacité, bien évidemment, de transmettre au fur et à mesure vos revendications à la base du point de vue organisation syndicale et pour que la base continue de porter ses
revendications, ces difficultés et pour qu'elles soient défendues. Voilà ce que je vous demande. Donc, je n'ai pas à vous dire que vous avez mal fait quoi que ce soit. Je n'ai pas non plus à vous dire que vous avez bien fait quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que vos revendications sont légitimes et qu'elles doivent être entendues. Maintenant, le brouillard qui s'est installé, mélangé de micmac politique, mélangé d'actions politiques, actionnettes et consorts, de syndicalisme politique, comme on en a toujours eu l'habitude. Parce que ça ne commence pas aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui étaient des acteurs syndicalistes politisés et politiques d'hier sont devenus pour la plupart au pouvoir. Et ils n'acceptent plus, bien évidemment, que les autres derrière aussi deviennent syndicalistes politiques. Parce que normalement, un syndicaliste ne fait pas de politique. Normalement, un syndicaliste ne doit même pas faire de politique. Un syndicaliste ne doit s'adresser à de l'administration que dans l'optique du satisfecit des réclamations de son domaine. Il n'a pas à avoir des avis politiques, il n'a pas à traiter un ministre d'incompétent, il n'a pas à traiter un ministre de sans valeur. Nous autres, nous pouvons. C'est notre liberté d'opinion. Mais si vous agissez en tant que syndicaliste, il y a le droit de réserve, il y a la responsabilité dans le discours, dans les revendications, dans tout ce que vous faites. Parce que c'est vous qui demandez. Même si c'est votre droit, mais pour que ce droit-là agisse, malheureusement, nous sommes une société faite d'hommes. Nous sommes des humains. Et chaque humain a ses faiblesses, ses forces, ses consorts. Donc, il y a beaucoup de manières. Et il faut adopter les bonnes. Établissez les conditions de représentativité. Établissez les règles de priorité à régler pour qu'on ne se retrouve pas dans un foufou imposé par le gouvernement. Et transmettez solennellement, respectueusement, hiérarchiquement, bien évidemment tout cela à la tutelle. Et les séances de travail que vous avez, faites que ce soit bien organisé, pas qu'on vienne vous imposer. Vous envoyez l'objet de la séance ou le ministre aussi, un jour avant, vous envoie le document que vous allez traiter en assemblée, vous le discutez, vous le débattez et puis vous arrêtez. Et c'est ce qui a été arrêté qui va venir être soutenu par les représentants. S'il y a besoin de revenir dessus, soit la base vous a donné, du point de vue organisation, vous a donné le pouvoir d'arbitrer et de décider d'avancer ou de reculer, soit, bien évidemment, dans ce qui a été prévu, il faut revenir à la maison, donc à la base, à l'organisation, pour décider ensemble de la suite par rapport à ce qui vous a été proposé et prioriser un certain nombre de choses où chacun va prendre un peu sur soi, où chacun va encore souffrir un peu, mais en sachant qu'on a un chronogramme, on a un calendrier, et dans ce calendrier, la situation des bénévoles est réglée de janvier à février, de février à mars, on va régler la situation de toutes les personnes qui sont en pré-salaire, de mars à avril, on va régler la situation de toutes les personnes qui ont été nouvellement recrutés et qui n'ont pas encore ni de statut, ni quoi que ce soit, ni d'identité quelque part. Et puis d'avril à mai ou de mai à juin, on va régler maintenant la situation des avancées ou des reclassements et de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on règle un problème. Donc, le gouvernement doit avoir une copie de ça, savoir que, ah tiens, je ne dois pas dormir. J'ai promis, j'ai signé que, en tant que ministre, ce n'est pas la personne, parce que madame la ministre actuelle peut partir. Celui ou celle qui va arriver demain va devoir continuer et va devoir respecter ce qui a été décidé par elle. Aujourd'hui, si c'est elle qui décide ça. Voilà comment ça se passe un État organisé. Même si je sais que dans notre pays, c'est difficile. Que ce soit au privé, que ce soit au public, on rencontre exactement les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'un directeur général a signé un papier aujourd'hui. Dès qu'on le change, le nouveau qui vient, tu viens, tu tends le papier que l'autre a signé, tu dis non, vous me devez tant, où il y a tel droit. Il dit non, hein, c'est pas moi qui ai signé, celui qui a signé est parti. Donc lui, il veut même réexaminer le dossier pour que lui aussi juge s'il doit signer ou pas. Voilà comment ça fonctionne au Gabon. Et même, je vous dis que ce soit dans l'administration publique ou privée, c'est pareil. Parce que c'est mon quotidien, je vis ça dans les entreprises, je vis ça dans les administrations d'État. On ne respecte pas le principe de la continuité de l'administration, on ne respecte pas ça. C'est-à-dire qu'on considère les actes institutionnels et administratifs comme étant des actes personnifiés aux individus qui ont signé au moment de ces actes. On ne les considère pas comme engageant l'administration, comme engageant l'État, comme devant donc être respectés par tout le monde. Et c'est dommage. C'est pour cela que, bien évidemment, il faut venir au cabinet, vous vous inscrivez au cours, je vais venir dans vos administrations, je vais vous faire des cours sur les grands principes de la fonction publique, sur les usages de la fonction publique, sur la conduite à tenir, même au privé. Je vais vous faire des cours de management.
et management, je vais vous faire les cours de leadership, je vais vous faire les cours de tout ce qu'il faut savoir, en tout cas dans l'administration et le management des organisations, c'est important. Donc voilà, je vous remercie, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je vous souhaite de passer une agréable soirée, à vous sur TikTok, nombreux bisous, à vous sur Facebook. Je vous aime de tout mon cœur. C'était encore moi, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fouta, votre compatriote de la gloire, conseil juridique pour les juridictions et institutions du Gabon. C'est toujours un plaisir de me permettre un peu de temps pour m'adresser à vous et de vous dire que si on veut réparer ce pays, il nous faut beaucoup d'amour. Et cet amour nous amènera à nous intéresser à la cause de l'autre. Oui, j'accompagne les employés, j'accompagne des personnes physiques, des personnes morales, qu'elles soient privées ou publiques. Voilà. Donc, je les assiste, je les représente. Donc, nous devons nous aimer. Le principal problème, c'est cela. Le contact, c'est sur Facebook. Je ne sais pas. Le contact, je ne sais pas. Je l'ai mis en descriptif sur Facebook, Marlène Fabienne et Soleil Fontaine. Essayez d'aller dessus. Je ne connais pas le nom du contact du cabinet. Donc, et puis j'ai mis un contact là sur lequel vous pouvez me joindre ou par des messages ici. Donc, je me dis encore une fois, notre pays, l'état de droit, c'est un combat quotidien. Le respect des règles, c'est un combat quotidien. On n'a pas la culture de l'amour véritable du prochain. On n'a pas la culture du patriotisme. On n'a pas su construire nation. Ce qui fait qu'on est dans l'individualisme absolu et c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Je voudrais nous inviter à en sortir. Et je voudrais surtout que nous soyons en capacité, véritablement, lorsqu'on décide de s'engager dans une voie, eh bien, de rester sérieux et de faire des préalables nécessaires qui nous mettent en responsabilité face à nos interlocuteurs, mais aussi en responsabilité face à nous-mêmes, à ce que nous demandons, et nos capacités de compromis. Et ce n'est que, je l'ai appris, je crois que j'étais au lycée, c'est en frottant sa cervelle à celle d'autrui, bien évidemment, que la lumière jaillit. Donc, ce n'est pas en s'évitant que la lumière jaillit, ce n'est pas chacun en allant parler dans son coin ou de son côté que la lumière jaillit, c'est en se frottant sa cervelle à celle d'autrui que la lumière jaillit. Donc, restez concentrés. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais bon, restez concentrés. Vive le Gabon pour que vive la République. Et pour que vive la République, il faut que vive chaque Gabonais pleinement conscient de sa citoyenneté et qu'il exerce chaque jour pour être, bien évidemment, utile à la République. Résolvez-nous la question de la grève des enseignants, que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités, que les grévistes, donc les enseignants aussi, prennent toutes leurs responsabilités, qu'ils s'organisent, qu'ils soient davantage sérieux et qu'ils ne laissent pas penser que ce mouvement s'assimile aujourd'hui à un mouvement politique d'insurrection ou de combat idéologique, je ne sais pas trop quoi. Non, les syndicalistes ne sont pas dans des combats idéologiques, ils sont dans des combats de revendication de leurs droits, des droits consacrés, des droits réels. Et c'est à cela, bien évidemment, que nous devons tous nous engager pour prêter notre petite voix, notre petite main, notre petite réflexion quand on le peut, pour que ces derniers accèdent à ce qu'ils ont. Ayez l'esprit de solidarité, ayez l'esprit de responsabilité, ayez surtout l'esprit de fraternité et l'esprit de discipline. Et la discipline, c'est justement le respect des règles qu'on se préétablit avant, le respect du leadership de ceux désignés ou élus et du respect de leur position aux décisions finales. Je vous aime. Vive la République, vive le Gabon pour que vive chacun de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.